Donc, on va pouvoir commencer la session 3. Je vais laisser la parole à Mourad Montazami qui va la modérer. Je souhaite juste repréciser, s'il y a des spectateurs qui nous auraient rejoints entre la pause et maintenant, qu'une intervention a dû être annulée pour des raisons de santé. C'était l'intervention de Rima Hawam, qui est conservatrice en chef euh, du musée et qui aurait dû nous partager une intervention sur les enjeux et la méthodologie du travail actuellement au musée. Je tiens à vous préciser que nous vous enverrons cette intervention par la suite quand elle aura pu être enregistrée. Donc, voilà, je m'excuse pour elle. Morad, je te laisse la main. Ok, merci beaucoup Mathilde. Donc après cette session précédente, avec notamment nos deux intervenantes, Juliette Nier et Lamis Bakakji, qui nous ont mis un petit peu entre les théories de l'histoire, disons, les manières de raconter l'histoire du musée, de composer avec la chronologie, donc toujours des questions aussi de narration historique, et d'un autre côté avec notre collègue du musée de Damas, Lamis Bakakji, en plein feu de l'action, en quelque sorte, c'est-à-dire au contraire presque sans filtre et sans distance historique, plongé au cœur des turpitudes quotidiennes du musée pour gérer une grande instabilité tout simplement du patrimoine syrien dans toutes ses dimensions. Nous allons avoir le plaisir d'ouvrir cette troisième session qui va encore nous déplacer et je pense nous donner encore une nouvelle perspective sur ces questions à la fois de narration historique et aussi, pourquoi pas, qu'est-ce que ça veut dire d'opérer dans le feu de l'action, que ce soit en tant qu'archéologue, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, auteur. Avant de présenter dans un instant Sébastien Rémy, qui nous fait le plaisir de sa participation, dire un mot justement sur cette question dans laquelle il va nous introduire des musées dépossédés de leur collection. C'est différentes variantes qu'on peut utiliser, musée sans collection ou collection en péril ou musée avec des réserves parfois au statut trouble. Plein de cas de figure se posent évidemment. Pour ce qui nous concerne, ces dernières années, on avait eu l'occasion dans le projet Bagdad Mon Amour justement de nous confronter plus directement à la question des pillages du musée de Bagdad, qui sont intervenus à partir de 2003 avec l'invasion américaine et des alliés des États-Unis pour ce qui est connu comme la deuxième guerre du Golfe et qui a effectivement entraîné des pillages assez massifs dans le cas de l'Irak et assez, non pas instantanés parce qu'ils se sont déroulés sur une certaine période, mais en tout cas avec un caractère beaucoup plus massif que dans le cas de la Syrie, on peut dire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'archéologie syrienne et le cas du musée de Damas, nous ne l'avions pas abordé à travers cette question des pillages, puisque la question se pose de manière totalement différente. Mais il est vrai que dans la communication de la MIS, on a pu voir quand même qu'elle se posait et qu'il y a eu effectivement des pillages, des démantèlements qui se sont sans doute produits de manière assez discontinue, sans doute avec plus de fracas et d'intensité dans cette période de grande instabilité à partir de 2011, c'est-à-dire lorsque la collection doit être transférée, protégée, déplacée, donc différentes actions qui peuvent produire de l'instabilité et malheureusement des pillages ou des pertes, mais on sait aussi que ce serait pas réaliste ou illusoire de penser que les pillages, malheureusement, dans ces pays auraient commencé uniquement à la chute de Saddam Hussein dans le cas irakien et au déclenchement de l'insurrection civile syrienne qui s'est ensuite entraînée en guerre civile. On sait que les pillages, très souvent, avaient lieu de toute façon de manière, encore une fois, discontinue. Et donc, on pourrait dire, par-delà les moments de rupture politique on pourrait dire même de politique néo-impérialiste dans le cas des États-Unis dans la région du Moyen-Orient. Voilà, donc dans la continuité avec tous ces questionnements, je suis donc ravi de vous présenter notre prochain intervenant qui est Sébastien Rémy. Il est important de rappeler justement ces
connexions qui se sont créées entre chercheurs, archéologues et aussi artistes, et de donner leur pleine place à ces praticiens de l'image qui justement nous invitent à renouveler et à imaginer d'autres manières de penser la narration historique ou d'appréhender l'objet musée, de toute façon un objet pluridisciplinaire comme on l'aura compris. Alors, Sébastien Rémy, au-delà effectivement de cette connexion avec cette recherche autour du musée de Damas, notamment à l'initiation de Mathilde Ayoub et donc de tous les collègues réunis aujourd'hui, est un artiste diplômé des Beaux-Arts de Cergy. Je dirais qu'il développe une approche de type artiste-chercheur ou artiste-ethnographe peut-être, on pourra se poser ce type de questions par la suite, travaillant souvent à partir de fonds documentaires, réalisant des entretiens avec une démarche de terrain, souvent également dans les pays qui vont faire aussi l'objet de sa présentation, et aussi bien d'ailleurs dans les pays arabes que sur le continent africain. Sa recherche interdisciplinaire croisant la littérature, l'histoire de l'art, le cinéma et d'autres pratiques se présente aussi comme une manière de transmission où le rôle de la parole et de l'histoire parlée ou de l'histoire orale joue un rôle central. Je mentionnerai quelques expositions de ces dernières années en France notamment, que ce soit au Parc Saint-Léger en 2016, à Y en 2017, au Pavillon Vendôme en 2016, à la Maison des Arts de Malakoff en 2015 et également à la Fondation d'entreprise Ricard en 2013. Et donc, il va aujourd'hui nous introduire dans un work in progress intitulé pour cette journée dans le cadre du projet sans titre de travail Loss, la perte, projet débuté en 2018, état d'une recherche autour des musées dépossédés de leur collection. Voilà, ça c'est pour l'intitulé, et où notamment je pense que le musée des civilisations de Côte d'Ivoire tient un rôle important, où il y a eu justement des pillages concrets qu'on peut dater apparemment, donc d'après évidemment aussi la recherche de Sébastien autour de 2011. Et donc, voilà, je lui donne la parole et merci beaucoup. Merci par avance. Merci Morad, merci Mathilde. Je lance un écran partagé en espérant que tout va bien fonctionner. C'est bon? Et plus difficile encore, il y a peut-être la perte de la perte elle-même. Quelque part, à un certain moment, quelque chose a été perdu, sans aucun récit pour le relater, sans aucune mémoire pour le ramener. Se dessine un horizon disloqué où on l'évoluera tel une capacité d'agir spectrale, pour qui tout recouvrement complet est impossible, et pour qui l'irrécupérable devient paradoxalement la condition d'une nouvelle capacité d'agir politique. Le projet sans titre Loss est donc un projet de recherche que j'ai débuté en 2017-2018, qui tourne, alors pour reprendre l'expression tout à l'heure dite par Zoé de Empty Museum, ou à l'instant, en parlant des musées sans collection que Morad évoquait, donc qui tourne autour de ces musées qui se retrouvent à un moment donné sans œuvre. Qu'il s'agisse donc de pillage en temps de guerre, à l'inverse d'évacuation afin de sauvegarder les œuvres, ça aussi on l'a évoqué. On a parlé tout à l'heure des musées qui restaient fermés, dans le cas par exemple d'Athènes, proche de nous, en 2014-2015, et également des cambriolages spectaculaires. Donc ce projet a pris au départ une forme d'installation. Donc là, on voit le format, c'est un miroir, la reproduction en bois d'un miroir qui est disposé sur une moquette sur laquelle sont imprimés tout un ensemble iconographique qui vont présenter des musées vides dans des contextes aussi bien géographiques qu'historiques différents.
Accompagnant la partie physique de cette installation, il y a différents textes qui sont racontés par des médiateurs et des médiatrices pendant la présentation de l'œuvre. Et donc, il s'agit de contributions faites par des commissaires, artistes et critiques invités qui vont tourner autour de questions de perte patrimoniale. J'en présente quelques-uns. Par exemple, il y a l'artiste Alexis Guillier qui a écrit Interlope, qui prend le biais d'une fiction et va parler de rumeurs autour de cambriolage. Il va y avoir une nouvelle plutôt flirtant avec la science-fiction d'Anne Vicente et Raphaël Bonnel, qui imagine un virus qui, d'un seul coup, ferait que les œuvres disparaissent dans les institutions. Donc, quels sont les spectacles et quel genre expérience esthétique on peut vivre sans les œuvres physiques. Également un autre texte protocolaire, celui-ci d'Émile Roumoff. À chaque fois, il s'agit aussi de remettre de la singularité avec ces textes, là où la situation est plus générale sur la moquette. Donc là, vous avez une vue de dessus de la moquette, et ma présentation d'aujourd'hui va se séparer en deux. Dans un second temps, plus tard, je viendrai parler du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, ainsi que l'a évoqué Morad, projet de recherche qui fait partie de ce projet plus général Santitlos, mais qui m'occupe particulièrement depuis 2019. Et pour cette première présentation, je vais venir simplement parler de certaines des images qui sont présentes sur cette moquette. Les sous-sols de leur montage ont été transformés en abris anti-aériens et plusieurs des employés y ont vécu avec leur famille. Vera Miliutina, artiste et témoin de ces événements, se souvient d'un hiver vigoureux pendant le siège et de la sensation étrange dans les salles du musée. Cadre vide, murs couverts de givre et des fragments de verre brisés qui crépitent sous les pieds, émettant des échos à travers les halles immenses. Je crois que le musée de l'Ermitage est peut-être la première fois dans lequel, enfin, les premières images que j'ai mises sur un musée vide lors de ces recherches, au-delà de celles malheureusement qui nous entourent dans les médias. C'était à travers l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Melvin Motti, qui avait réalisé un film et un projet d'ailleurs plus général, puisqu'il y avait également des écrits, qui s'appelle No Show en 2004. Alors pour contextualiser un petit peu, donc la Russie est envahie par les troupes allemandes en juin 1941. Le siège de Leningrad débute le 8 septembre 1941 et avant même le début de l'invasion, l'anticipant en quelque sorte, le staff du musée de l'Ermitage, à commencer par Yossif Orbeli, donc le directeur à l'époque, décide d'évacuer les œuvres afin de les protéger. Donc il y a un ensemble de convois qui vont être organisés dès le 1er juillet 1941. Un premier train part en direction des Monts Urals pour arriver 5 jours plus tard à Sverdlovsk, où les pièces vont rester jusqu'à la fin de la guerre. Un second train viendra juste après, le 20 juillet. Pour vous donner un ordre de grandeur, avec ces deux transports, il y a environ 1 117 000 pièces qui sont ainsi sauvegardées et protégées. Il y a un troisième convoi qui est prévu en principe le 30 août avec 700 000 pièces restantes, mais qui finalement ne pourra pas partir car les troupes allemandes avaient pris le contrôle des voies de chemin de fer. Alors, de nombreuses vues existent du musée de l'Ermitage. On voit que le musée est dans un état très délabré. Il y a des infiltrations d'eau qui arrivent, des inondations en général. Les mobiliers pourrissent. Et malgré ces conditions très difficiles, il y a une vie importante qui a lieu au musée. 12 abris anti-aériens furent construits dans les sous-sols du musée. On estime que jusqu'à 12 000 personnes environ habitaient là de façon permanente, dont le directeur du musée de l'Ermitage. Et surtout, il y avait une programmation culturelle qui continuait malgré le temps de guerre. C'est-à-dire qu'il y avait des conférences qui étaient organisées, il y avait des lectures, de la poésie, il y avait des concerts, par exemple la symphonie numéro 7 de Shostakovich, et également des expositions en dehors des murs, mais également à l'intérieur des murs. Donc là, on voit, le musée de l'Ermitage avait fait la demande à plusieurs artistes de dépeindre le quotidien du musée. Donc on voit Vera Miliutina, que j'évoquais déjà en introduction, avec une aquarelle. On va retrouver là un autre dessin, il s'agit d'un potager suspendu, plus particulièrement, je crois que c'est des plants de patates. Et on va également avoir des dessins d'Alexandre Nikolski, d'Alexander Serkiewicz. Donc, tous ces artistes sont invités par le musée de l'Ermitage. Donc là, on voit Serkiewicz à l'écran.
Pour revenir un petit peu sur ce projet qui m'avait fait découvrir le musée de l'Ermitage pendant la guerre, donc de Melvin Motti, il y avait cette anecdote sur laquelle il était parti, qui d'ailleurs tourne plutôt autour de rumeurs que de faits au départ. C'est que pour remercier les soldats, l'équipe du musée de l'Ermitage pendant la guerre, donc pour les remercier par exemple de les aider à faire en sorte que le musée se délabre pas trop rapidement, donc à étanchéifier certaines parties, à prendre soin des différents mobiliers. Il y avait une habitude qui avait été prise de faire une visite du monument, donc de l'architecture, et d'en parler. Et Pavel Dubčevský, qui était un ancien guide et qui ne pouvait pas partir à la guerre pour des raisons cardiaques, se retrouve, donc il est nommé à la tête de la sécurité. Et lui, qui connaît très très bien les œuvres, il va faire un format particulier en 1942 et 1943. Il va organiser des visites pour les soldats, dans lequel il va venir parler des œuvres avec beaucoup de précision. Donc, il dépeint les peintures telles qu'il les connaît, sauf que les peintures sont absentes. Donc, en fait, presque comme une sorte de performance, il va venir passer d'un cadre vide à un autre cadre vide, présenter les peintures qui auraient dû être là et qui ne sont pas présentes, simplement les cartels les nomment, et ce qui s'appelle la visite des cadres vides. Je parlerai très brièvement de cet autre cas, mais qui lui aussi est tout aussi iconique et qui a donné lieu à de très nombreux à la fois films, par exemple de Sokourov, qui s'appelle Franco, j'ai un doute. Il y a eu aussi donc un manga, là par exemple de Jiro Taniguchi, enfin, une bande dessinée plus précisément de ce mangaka. Il y a eu voilà, tout un ensemble beaucoup d'archives de l'époque qui présentent le Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je vais l'évoquer en quelques mots. Donc, Paris est déclarée ville ouverte le 14 juin 1940. Certains, justement, films comparent la découverte par les troupes allemandes de cette ville qui est presque vide à l'impression qu'ils ont quand ils arrivent au Louvre, où ils découvrent également des galeries qui sont totalement vides. Les directeurs des musées nationaux, à la fois Henri Verne et après lui Jacques Jojard, sur lequel on va trouver de nombreuses documentations, organisent là aussi le déménagement et la mise en sûreté en province des œuvres. Ils l'ont anticipé. Alors, les œuvres partent d'abord au musée de Chambord et ensuite, à partir du musée de Chambord, vont aller sur différents sites. Il y a 11 sites au départ principaux qui sont considérés comme des sites sûrs, notamment le château de Valençay et le musée de Montauban. Il y en a d'autres. Et donc, dès le 28 août 1939, il y a un premier convoi pour Chambord qui part. À sa suite, de septembre à décembre 1939 environ, il y a 37 convois qui quittent Paris en direction des dépôts de province. Cette opération est colossale. Elle est appuyée par le personnel des grands magasins de la Samaritaine et des camions de décor de la Comédie Française viennent prêter main forte. Il y a tout un ensemble toute une procédure pour l'empaquetage avec des pastilles rouges qui sont mises, trois pastilles rouges pour les œuvres majeures, 2 rouges pour les œuvres importantes. Et puis surtout, il y a des imprévus qui se passent. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a le transport de la toile très volumineuse du radeau de la Méduse de Géricault. Alors l'idée, c'est quand même de rester discret en fait lors de ce transport des œuvres. Et l'œuvre est tellement importante que le camion qui la transportait va se prendre en fait les fils du tramway. Lorsqu'il arrive à Versailles, il va se prendre les fils du tramway et va couper totalement l'électricité pendant plusieurs heures. Donc là, on voit différentes vues du musée. Tout aussi célèbre, celle de Marc Vaux, par exemple, qui ont inspiré Taniguchi. Ici, Laure Albin-Guillot. Celle-ci aussi très connue de Pierre Jean. Et ici, on a donc ce musée du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale a été très visible, d'une certaine façon. Ce même musée, pendant la Première Guerre mondiale, a été beaucoup moins, alors s'il a été un petit peu documenté, il a été beaucoup moins commenté, hormis quelques livres récents. Pourtant, Paul Jameau, conservateur du musée à l'époque, avec d'autres, a veillé à la préservation des collections qui ont été rémisées notamment dans l'église des Jacobins à Toulouse. Et puis, on peut voir, par exemple, dans les carnets de Charles Bourreux, qui est conservateur du département des Antiquités d'Égypte, tout le procédé qui va raconter un petit peu cette évacuation des œuvres.
Au musée, le vent souffle à travers les vitres brisées, ouvre les battants des fenêtres et des portes. L'intérieur a été à nouveau ravagé. Même des grands tableaux ont été décrochés, la toile découpée du cadre. Presque rien ne subsiste dans la salle gothique. La collection ethnographique est naturellement la plus éprouvée à cause de la mauvaise habitude de sortir les objets brutalement et sans précaution des armoires, pour ensuite laisser traîner par terre et en désordre des choses qui n'ont pas été prises, sans la moindre attention pour les efforts déployés au rangement. Après avoir donc mené cette première recherche sur des cas très iconiques, notamment celui du Louvre, j'ai commencé à m'intéresser à des musées, alors d'abord en France qui étaient un peu moins, peut-être un peu moins connus, avec des écrits à la fois de chercheurs, mais également d'historiens et d'historiennes plutôt locales. Et donc il y a notamment les musées du Nord en France, nord de la France, les musées de Douai, de Lille, de Saint-Quentin et de Cambrai. Donc là, on voit une vue du musée de Douai en 1918, qui vont être victimes donc de terribles bombardements. Par exemple, le musée de Lille, on estime, alors notamment à travers les témoignages de son conservateur Émile-Joseph Théodore, qu'il a reçu plus de 70 obus. Le musée de Douai était encore plus maltraité que celui de Lille et le musée de Cambrai a été entièrement dépouillé. Donc, en plus des bombardements, des incendies, il va y avoir un pillage systématique qui va être fait par les armées. Et à côté de ça, il va y avoir une tentative de spoliation plus généralisée, presque institutionnalisée, on va dire, à travers le Kunstschutz, donc ce service de l'armée allemande qui est en principe voué à la préservation et à la protection des monuments et des œuvres d'art, et qui va, dans un premier temps, essayer d'orienter la plupart des collections de ces musées du Nord dans des villes qui sont situées à l'abri des hostilités pour les préserver. Alors, par exemple, les musées dans des endroits à Maubeuge, mais également au musée de Valenciennes. Et dans un second temps, à partir d'octobre 1918, ils vont tenter, donc le gouvernement allemand va tenter d'amener ces œuvres en Belgique, ce qui va se faire dans l'optique ensuite de les amener jusqu'en Allemagne. Alors là, on arrive déjà à la fin de la guerre, donc les œuvres sont interceptées, seront rendues à la France fin 1918 jusqu'en fin 1919. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà des rumeurs qui commencent à parler de ces spoliations, quelques articles également. Et donc, comme pour prouver en fait que les œuvres restent bien en France, en 1917, une grosse exposition est organisée à Maubeuge, justement, avec ces œuvres qui étaient issues d'autres musées auparavant. Le West Fries Museum, donc là, on rentre dans un cadre très différent, mais il s'agira aussi de rendre visible cette absence. Il s'agit d'un cambriolage qui a touché donc ce musée des Pays-Bas dans la nuit du 9 janvier au 10 janvier 2005. Il y a 24 tableaux et 70 pièces d'argent qui ont été dérobées, principalement des peintures du XVIIe et du XVIIIe siècle de peintres néerlandais comme Hendrik Bogert. Et les voleurs, en fait, s'étaient laissés enfermer dans le bâtiment. Le système de sécurité s'était éteint, ce qui fait que les cambrioleurs qui étaient déjà dans le bâtiment ont pu conduire leurs méfaits. Donc, il va y avoir pendant plusieurs années, pendant 10 ans, il n'y a aucune nouvelle de ces œuvres absentes. Donc, le directeur et conservateur du musée essaye d'alerter l'opinion, mais il n'y a absolument aucune source jusqu'en 2015 où des membres de l'UN, qui est l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui est une milice d'extrême droite, va contacter l'ambassade des Pays-Bas à Kiev, affirmant avoir en leur possession l'ensemble du butin. Ils réclament une rançon importante, puisque certaines sources évoquent 5 millions d'euros. Donc, le musée n'est pas capable de payer cette rançon. Et devant en fait, l'enlisement, il n'y a rien qui avance, les œuvres ne sont pas rendues, l'enquête ne semble pas vraiment trouver les coupables. Le musée va décider d'alerter l'opinion publique, et notamment à travers des sortes de statements, des énoncés qui vont venir mettre des mots sur cette situation en parlant de l'avancée ou plutôt de la non-avancée des négociations avec les différentes autorités, notamment autrichiennes, pour montrer en fait le fait que les œuvres n'avancent pas, que ne reviennent pas. Et donc, quelques temps plus tard, en avril 2016, après de très nombreuses tentatives infructueuses, finalement, 4 des 24 toiles vont être récupérées dans un très mauvais état, certaines étant enroulées, d'autres étant pliées.
ce qui va nécessiter une restauration avec un crowdfunding qui sera lancé et qui va permettre donc la restauration de ces 4 œuvres. Et à peine sont-elles représentées qu'un an plus tard, le cambriolage va devenir le lieu presque d'une sorte de storytelling, en tout cas un moyen d'attirer un petit peu l'attention de nouveau, puisqu'il faut aussi essayer de récupérer les autres œuvres qui ne sont toujours pas revenues. Et donc, on va organiser des visites dans lesquelles on propose aux spectateurs et spectatrices de replonger un petit peu comme s'ils étaient des enquêteurs ou enquêtrices et de découvrir le musée avec des lumières violettes qui permettraient de voir des empreintes et des choses comme ça. Un autre cambriolage très très important, là que j'évoquerai de façon très courte, c'est celui du musée Isabella Stewart Gardner en 1990, qui est considéré comme le plus gros casse de l'histoire des États-Unis. Dans la nuit du 18 mars, ce musée de Gardner Museum donc, est visité par 2 cambrioleurs qui se déguisent en policiers. Donc, ils simulent une intervention de police. À leur entrée, ils en profitent pour débrancher au passage l'alarme. Il reste 81 minutes sur place. Vous pouvez trouver de très 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 nombreux films et livres qui parlent de ce casse. Il y a même Sophie Calle qui a fait un ensemble de projets autour de ce musée. Là, il y a par exemple Netflix qui vient de sortir Vol au musée le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art en 2021, donc c'est vraiment très très récent. Alors pendant ce cambriolage, 13 toiles sont dérobées, parmi lesquelles 3 Rembrandt, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. Il y a une toile de Vermeer, le concert, une toile de Manet. Les cambrioleurs, avant de quitter le bâtiment, ont aussi pris le temps de retirer la bande vidéo qui avait capturé les images de leur musée. Voilà, je ne vais pas trop en dire, il y a vraiment de nombreuses sources qui parlent de ça. En tout cas, des théories très farfelues se sont multipliées. Voilà, des hommes de main de la mafia qui seraient derrière ça, des voleurs spécialisés, des émissaires du Vatican. De temps en temps, il y a des nouvelles preuves qui arrivent, mais en tout cas, les œuvres ne sont toujours pas revenues. Et toute aide, voilà, pourtant le musée propose des sommes assez astronomiques pour qui pourraient aider à donner des informations. Un cambriolage beaucoup moins connu, qui est celui de la Galerie d'Art Moderne de Milan, le 17 février 1975. Donc, il y a 28 toiles impressionnistes et post-impressionnistes qui sont dérobées, du Van Gogh, du Gauguin, du Cézanne, du Renoir. Voilà, il y a environ, le vol est estimé à 5 millions de dollars. Les criminels sont cette fois rentrés par effraction dans le musée par une fenêtre à un étage qui n'avait pas d'alarme. Et ensuite, ils ont découpé les toiles de leur cadre et sont partis. Les voleurs ont vraisemblablement demandé une rançon qui a été payée par la galerie. Ce qui fait que les œuvres ont été récupérées le 6 avril 1975 dans un appartement inoccupé du 6e étage à Milan qui avait été enregistré sous un pseudonyme. Il faut savoir, et donc ça, ce fait est raconté par assez peu de sources à ma connaissance, mais notamment là on voit le New York Times. Quelques mois plus tard, à peine 3 mois plus tard, le 15 mai 1975, des voleurs ont frappé de nouveau le musée, vu qu'ils ont vu que le musée acceptait de payer la rançon. Finalement, c'était devenu un moyen plutôt facile d'avoir de l'argent. Certains écrits vont même décrire le premier vol comme une sorte de répétition avant le grand final. Et donc, c'est exactement le même procédé qui est utilisé en utilisant les mêmes vulnérabilités de sécurité. Donc, on passe par la même fenêtre qui n'a toujours pas été mise sous alarme depuis. Cette fois, c'est davantage d'œuvres qui sont prises puisque 38 œuvres au total sont volées. 26 seront retrouvées à l'issue d'une enquête conjointe impliquant Interpol et les autorités italiennes à la fin de cette année 1975. Voilà, donc là, j'ai présenté quelques exemples de cas de musée qui étaient présents sur cette moquette, dans cette première installation. Évidemment, ces recherches m'ont amené à m'intéresser à des cas de pillage plus proches de nous dans le temps, d'autres qu'on a évoqués à plusieurs reprises dans la journée, le musée de Bagdad, de Mossoul, des sites de Palmyre, notamment son musée, le musée de Malawi, donc en Égypte, en 2003. Et voilà, donc je clôt cette première partie. La seconde partie est beaucoup plus courte pour rester quand même dans les temps.
Il s'agit plutôt de ces recherches que je mène donc depuis 2019, principalement autour des pillages en Côte d'Ivoire et principalement sur l'histoire du musée des civilisations. Depuis les indépendances africaines de 1960, presque tous ces musées ethnographiques nationaux ont été victimes de vols, dont le nombre et la régularité en font une catastrophe, une calamité pour les patrimoines culturels qu'ils abritent. Au point que, dès le début des années 1980, pour les différents milieux nationaux africains et internationaux, comme au sein des organisations professionnelles internationales, il s'agit d'un véritable pillage. Son ampleur et sa persistance ont été telles que l'UNESCO et les organisations professionnelles ont été conduites à initier des actions et des mesures de sauvegarde. Encore aujourd'hui, les musées africains qui n'ont jamais été pillés constituent l'exception qui confirme la règle. Alors très rapidement, lorsqu'on fait des recherches sur l'histoire des musées pillés, on va se retrouver malheureusement sur de très nombreux cas en Afrique, également subsaharienne. Alors bien que ces chiffres soient parfois contrebalancés, mais je rappelle qu'Alain Gaudonneau, donc directeur du programme des musées de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme, estime que 90 à 95% du patrimoine africain sont à l'extérieur du continent dans les grands musées. Voilà, Felvin Sfar et Bénédicte Savoie, dans leur rapport qui était sur la restitution en 2018, révoquent des chiffres, révoquent à la fois cette citation, mais dresse simplement un constat similaire. La quasi-totalité du patrimoine matériel des pays d'Afrique situés au sud du Sahara se trouve conservé hors du continent africain. Et donc voilà, je me suis retrouvé confronté à différents cas de musées qui se retrouvent soit pillés de façon spectaculaire, ou alors parfois c'est une disparition du patrimoine qui est beaucoup moins spectaculaire, mais qui se fait quand même décennie après décennie. Pour rendre un hommage un petit peu aux personnes qui m'ont fait découvrir ce qui s'était passé au Musée des Civilisations. Il s'agit d'une association qui s'appelle l'Art sans fric, qui, avec la directrice du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan, qui s'appelle Sylvie Memelkassi, ont créé un projet qui s'appelle la collection fantôme. On a évoqué ce terme de fantôme depuis tout à l'heure. Et donc qui vise à donner de la visibilité justement à ces œuvres spoliées. Alors pour contextualiser de nouveau, en 2011, pendant la crise post-électorale, le musée donc de civilisation de Côte d'Ivoire se retrouve au milieu des affrontements. Il est victime à la fois d'obus, de tirs de mitraillettes. Il y a 121 pièces qui ont été volées, parmi lesquelles des statuettes, des masques, des textiles, des poids à peser l'or, des poids à camp notamment, et des bijoux qui datent pour certains du XVIIe siècle. Donc là, on voit une vue des musées des civilisations, qui a eu plusieurs statues, qui a été créée au début des années 40, qui ensuite au départ, c'était un centre artisanal, et puis il va être rattaché à l'IFAN. Donc à partir de 1944, sous le terme centre IFAN, et de 1971 à 1972, il va devenir le centre des sciences humaines de Côte d'Ivoire et va nouer notamment de nombreux contacts avec les universités. Depuis 1972, c'est le musée d'Abidjan. Là, je vous présente quelques vues du musée. Alors là, j'ai évoqué cette disparition du patrimoine physique. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'ai touché une bourse de l'Institut français. Je suis parti donc plusieurs mois à Abidjan pour mener une recherche plutôt qu'une enquête sur ce qui s'était passé en 2011. Essayer de comprendre aussi davantage le tissu culturel extrêmement complexe de la Côte d'Ivoire. Pour vous donner un aperçu, par exemple, sur des questions de patrimoine culturel immatériel, il y a un recensement qui a été fait par le ministère ces dernières années et qui a été rendu public il n'y a pas très longtemps. Il y a environ 800 éléments qui ont été inventoriés comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel. Donc, à côté de cette perte patrimoniale très visible dans le cas du pillage, plus insidieuse en général, mais tout aussi visible au bout des décennies sur le pillage matériel, il y a également une disparition du patrimoine culturel immatériel avec des détenteurs et détentrices de traditions qui sont à la fois décédés pendant cette guerre civile, mais également à cause des changements des modes de vie.
Et donc, mon projet consistait à aller rencontrer un ensemble de personnes qui sont aussi bien engagées, impliquées sur des questions patrimoniales matérielles et immatérielles. Et sur l'immatérialité, je me suis plutôt intéressé aussi aux traditions orales, aux contes, en me disant que l'idée du projet, qui sera, j'espère, un film, en tout cas que j'ai commencé à faire, sera comment, puisque les œuvres sont absentes, comment on peut essayer d'utiliser les mots pour parler de ces absences. Donc là, on voit un certain nombre de mes interlocuteurs et interlocutrices. Donc le film va croiser, ces recherches la croisent à la fois la vie du musée. Donc là, on voit un nouvel accrochage qui commence à avoir lieu. Là, on voit une restauration d'une œuvre. Également, le voyage dans différents endroits de Côte d'Ivoire. Là, il s'agissait aussi de rencontrer un pêcheur à ce moment-là et de venir parler un petit peu de certaines traditions. Et en parallèle à ça, même plutôt comme base du point de départ du projet, j'ai également modélisé donc en 3 dimensions les espaces une partie des espaces d'exposition du Musée des Civilisations. Là, vous avez la modélisation en cours. Et c'est ce qui donnera naissance par la suite au film. Donc, j'ai commencé l'année dernière des recherches avec le musée du Quai Branly, les archives du musée du Quai Branly, en m'intéressant plus particulièrement aux écrits de Bohémie Lolas, qui a été conservateur entre 1947 et 1979 de ce musée, qui a écrit de nombreux livres et qui permettent de mettre en perspective en fait, ce pillage. J'ai par exemple découvert que dès les années 60, une pièce avait disparu. Et donc, il y a un ensemble de lettres qui parlent de la tentative de restitution par le musée dans les années 70 de cette pièce. On m'a évoqué également un inventaire qui aurait existé dans les années 70 qui disait que le musée des civilisations avait entre 30 et 40 000 pièces à l'époque. Aujourd'hui, il en a un peu plus de 15 200. Donc, je ne sais pas si ces chiffres sont les bons, mais je voulais en tout cas en savoir plus et ce sont ces recherches que je continue de mener. Et donc, parallèlement à ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. J'ai eu cette rencontre avec Mathilde qui m'a parlé de ses recherches au Musée national de Damas, qui m'ont tout de suite interpellé. Et j'espère que dans les prochains mois et prochaines années, parallèlement à ces recherches au Musée des Civilisations, je serai amené à avancer sur d'hypothétiques recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien, c'était passionnant, très riche. Je laisse Morad peut-être activer sa caméra. En attendant, je vais peut-être commencer par une première remarque par rapport à cette présentation qui est très, très riche, qui nous a permis en effet de contextualiser un peu l'histoire du musée de Damas, de finalement aussi évoquer le fait qu'il n'était pas seul et que d'autres musées avaient, comme lui, subi des guerres, subi des pillages ou subi des catastrophes finalement, et j'ai trouvé ça, je tenais à te remercier de cette mise en perspective. Je ne sais pas si nos collègues syriens sont toujours avec nous, mais il est vrai que dans les recherches que nous avons menées aujourd'hui, ces derniers temps au musée de Damas, nous avons entendu aussi des histoires similaires, ou en tout cas des histoires de disparition au sein des collections. Et notamment, c'est des histoires que j'avais entendues au sein des collections du musée d'Alep. Il y avait parfois des œuvres qui ont disparu ou qui ont disparu du jour au lendemain et qui finalement, même avant la guerre et la situation actuelle, des œuvres qui disparaissaient. Je ne sais pas si Michel ou si d'autres de nos collègues ont peut-être je le genre d'histoire comme celle-ci. Michel, je vois que vous apparaissez à l'écran. Oui. Alors, répondre à cette question, c'est toute une conférence. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est vraiment catastrophique, surtout pour les musées comme le musée de Raqqa, le musée de Palmyre, le musée de Homs.
et même le musée d'Alep. Et je n'évoque pas ici ni le musée de Daraa, ni le musée des Resor, mais il y a eu tout ce que vous voulez, du pillage, et il y a eu, oh là là, cette photographie fantastique de la façade de Palais Hir que la Miss elle est en train de présenter. C'est formidable, oui, c'est formidable, vraiment. Bon, alors ça me rappelle l'affaire du musée de Damas, quand j'ai fait la peinture il y a plus de 35 ans. Bref, mais ça, c'est, disons, c'est, on peut pas, disons, on peut pas. Le musée de Raqqa a eu un pillage terrible. Et ce qui aggrave la situation pour certains musées en Syrie, qu'on n'a pas un inventaire exhaustif des objets. On ne sait pas la réalité dans les dépôts. Ce qui est exposé, on connaît. Ça a été photographié, ça a été peut-être inventorié, mais tout ce qui est dans les dépôts, et je parle là de Deir ez-Zor, je parle de Raqqa, je parle de Palmyre, on ne sait pas. On n'a aucune idée de quel est le poids du catastrophe réelle des choses. C'est pour cela, alors ce qu'on a réussi à sauver pour Damas, c'est une très bonne chose, mais maintenant, avec la fin des hostilités et j'espère l'approche de la paix, il faut mener une politique claire concernant ces collections qui se trouvent à Damas. Comment on va faire avec ces collections? Ce n'est pas la question de les inventorier, de les photographier et de dire qu'on a ça et ça et ça et ça. Il faut vraiment mener une politique claire là-dessus et une politique bien par étapes. On ne peut pas dire qu'on a restauré une vingtaine de bustes funéraires de Palmyre, qu'on a fait l'exploit. Il y a des centaines et des centaines et des centaines et des milliers, si j'ose dire. C'est pour cela, quand on parle des sculptures, mais quand on parle des petits objets et quand on parle des objets en poterie et des objets en terre cuite et tout ça, alors je ne sais pas dans quel état l'ensemble est conservé. Et est-ce qu'il y a eu pour chaque objet son numéro ou après on va avoir la confusion totale entre les différentes provenances de ces objets. C'est ça. Alors, tant qu'on n'a pas cette vision claire et qu'on n'a pas les données devant nous, on ne peut pas imaginer à quel niveau et à quel stade la catastrophe est en Syrie. Et ça, je m'adresse à Sébastien. Ce qui s'est passé dans les musées européens, au moins il y avait un inventaire. Au moins, il y avait une volonté d'organiser les choses avant la catastrophe. Et au moment de la catastrophe, ici, c'était vraiment un petit peu le désordre. Ma'moun Abdelkarim, quand il a commencé à travailler et à faire venir à Damas, c'était un travail formidable ce qu'il a fait, mais finalement, c'est en quelque sorte en désordre, si j'ose dire. C'était pas quelque chose, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il voulait sauver les sculptures de Palmyre avant que les groupes intégristes retournent et même avant qu'il entre. Alors voilà. Alors tout ça, ça pourrait, disons, pour revenir à une situation avant 2011, il nous faut des années et des années. Et des équipes surtout, et il faut au moins une dizaine de personnes comme la Miss qui pourraient travailler sérieusement et à une idée claire des choses et à une vision. Il faut une dizaine ou une vingtaine pour se lancer. C'est pour cela que je suis très négatif et même très pessimiste de ce qui va dans le futur, de ce qui va se passer en Syrie. On va garder le désordre et le désordre va perpétuer ce que je pense. Merci Michel aussi d'avoir fait le lien peut-être avec le travail de Mahmoud Abdelkarim dont nous avons déjà parlé en début d'après-midi. C'est vrai qu'il y a une image qui a été très forte, Sébastien, dans ton intervention, ou en tout cas qui m'a rappelé au déménagement et à la situation d'urgence en Syrie, c'était celle des camions et de cet exemple que tu donnes du radeau de la Méduse déplacé dans un camion tellement grand que
les fils du tramway sont coupés. On a quelques images qui sont très impressionnantes aussi du déménagement des collections, notamment du musée d'Alep, qui est rapatrié au musée de Damas dans des convois de camions immenses. Et finalement, on a presque l'impression que l'histoire se rejoue un siècle plus tard. Donc voilà, c'était un petit parallèle. Je laisse peut-être la parole. Si d'autres personnes ont des questions, je vois que Zoé lève la main. Après, je voudrais pas prendre la parole à la place peut-être des collègues syriens qui connaissent sûrement mieux la situation que moi, mais c'était juste d'abord pour parler du musée de Damas qui a ici, que tu l'as mentionné dans ta vidéo, Mathilde, qui a aussi été vide en 67. En prévision de la guerre des 6 jours, il est vidé et on a des traces écrites que les œuvres exposées ont été mises au sous-sol. Ensuite, la grande différence, si on peut faire le lien entre la Seconde Guerre mondiale en Europe et celle des conflits actuels, c'est que la nature des conflits elle-même a changé. Les parties belligérantes sont moins identifiées aussi, ce qui rend difficile le travail de mise en place d'un plan d'urgence. Si on prend le cas du Louvre, en effet, il y a eu encore des petites surprises en 1939, mais ils avaient déjà fait une évacuation à grande échelle en 1938, où ils avaient déjà vu, par exemple, des tableaux ne pouvaient pas passer sous certains ponts, ou d'autres aléas de ce type, que par exemple, il ne fallait pas que les jeunes hommes soient mobilisés alors que le Louvre est en train d'évacuer. Ça, ce sont des mesures qui sont possibles, bien sûr, avec beaucoup de préparation, et c'est la clé de la préparation d'un plan d'urgence, toutes ces questions de la préparation. Mais il est vrai que pour ce qui concerne le conflit syrien, il est difficile de mettre en place des plans d'urgence quand les tensions montent aussi vite et que les parties même du conflit sont au sein du territoire, réparties, éparpillées. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais juste préciser qu'il y a une grande différence entre ces deux contextes. Voilà, mais ensuite, je remercie Sébastien pour cette présentation qui était très, très intéressante, vraiment très intéressante. Et il y a plein d'autres comparaisons qui pourraient être faites. Il y a Bagdad, bien sûr, mais il y a aussi Beyrouth et Kaboul, que je ne saurais que mentionner. Oui, je reprends en quelques secondes notre malheur, et là je parle au nom en tant que Syrien. C'est notre malheur que on vit depuis le début de la guerre civile, depuis 2011, la rivalité que les politiciens sont en train de vivre. Ça veut dire qu'on est divisé. On est divisé, et tant qu'on est divisé, la situation va rester, disons, je parle des archéologues et des muséographes, tant qu'on est divisé, ça y est, on peut rien faire. On peut rien faire. Alors, moi, je suis prêt à retourner demain à Damas, s'ils acceptent que je travaille dans le sauvegarde. Mais ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas du tout, parce que on essayait de diviser en deux, en trois, en quatre, des clans à droite et à gauche. Celui qui va, disons, travailler, celui qui obéit à des conditions politiques. C'est ça ce qui est, à mon avis, catastrophique. Il faut que l'archéologie, les musées, tout ce qui est culturel, laisse de côté la politique. La politique, c'est pour les politiciens. Nous, on est des intellectuels, on est des archéologues, on est des artistes, on est des muséographes. Il faut qu'on travaille avec une vision. On a des différences, c'est sûr, mais il faut qu'on travaille vers le bien de cet héritage qu'on a sur notre sol. Voilà, c'est ça ce qui est catastrophique après 10 années de guerre. Voilà. Merci. Je parle plus. Est-ce que je pourrais tenter une question pour Sébastien, pour reprendre un petit peu aussi ce que disait Michel sur parfois la difficulté quand la question politique est trop présente dans le monde culturel. Comment, Sébastien, tu arrives dans le terme de tes recherches, surtout quand les épisodes traumatiques sont encore très présents? 2011 pour le musée de Côte d'Ivoire, c'est pas si lointain. Je me demandais comment se déroulent tes interviews avec les acteurs? Est-ce que la parole est libérée sur certaines questions? Là, on parlait des pillages. J'imagine que, par exemple, pour que la parole se libère peut-être après le conflit syrien, ça demandera beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je voulais
me demander dans tes travaux, tes recherches, comment ça se passe sur ces entretiens avec les acteurs et cette question un peu aussi du post-traumatique. Oui, merci Zoé. Alors, c'est d'autant plus actuel qu'il y a encore des tensions il y a pas très longtemps, en fait, en Côte d'Ivoire, à la fois avec comment ça s'appelle, le nouveau gouvernement qui a été élu, et puis et il y a encore des craintes dans les prochains mois de tensions politiques importantes et de conflits. Donc là, après, selon les personnes vont avoir des avis différents. Certaines vont dire que non, c'est plutôt une tension générale, palpable, mais d'autres ont vraiment très très peur de ça. Lors des interviews, on est revenu sur ces affrontements. Et c'est aussi pour ça que ça fait déjà 2 ans que je mène ces recherches et que j'ai dit que j'essayais d'avancer sur le film, mais que ça prend un peu plus de temps. C'est qu'il me fallait déjà découvrir un contexte culturel qui était voilà, qui est très très singulier, de comprendre un petit peu l'histoire de la Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que de quoi est la résultante cette crise politique et militaire qui a lieu en 2011, mais qui a plein d'avant-propos les décennies précédentes et qui continue encore d'être présente. Et voilà, est-ce que la voie est libérée? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'incertitudes qui tournent autour de qui sont les protagonistes derrière ce pillage. Vraisemblablement, c'était plutôt utiliser le pillage c'était plutôt utiliser le contexte des conflits comme un prétexte ou comme un cadre idéal pour mener quelque chose qui avait été largement préparé en amont. Donc il y a différentes pistes qui permettraient de s'orienter sur ça. En tout cas, les œuvres sont pas réapparues. Là, encore une fois, tu évoquais tout à l'heure la complexité des relations et dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Musée des civilisations, on retrouve aussi une complexité. On ne sait pas on n'arrive pas toujours à nommer l'ensemble des acteurs et des actrices. En tout cas, ça l'est pour moi. Est-ce qu'on m'a tout dit? Je pense pas. Voilà, donc je vais repartir en Côte d'Ivoire, j'espère bientôt. Et puis avoir des informations petit à petit à travers à la fois des rencontres un petit peu officielles que je fais, mais aussi à travers tout un ensemble de rencontres plus informelles qui sont nécessaires dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Est-ce que par hasard, il y aurait une dernière question sur justement cette question des musées dépossédés de leur collection au sens large? On peut continuer peut-être avec une dernière question s'il y en a une. Évidemment, c'était intéressant aussi de marquer les lignes directrices, les lignes de partage, bien sûr, entre les différents contextes présentés par Sébastien qui permettent de faire des comparatifs qui ont des vertus et des limites, sans doute, mais avec des contextes d'instabilité politique dans des contextes tellement différents que ça nous renvoie presque même au fait que dans la culture occidentale, on a fait bien sûr dans l'art moderne même une esthétique du vide. Hein. Il y avait des artistes comme Yves Klein qui faisaient des expositions du vide. Je pense que même le musée des Aigles de Marcel Broutars, par exemple, était aussi assez inspiré par les caisses des musées du Louvre sous l'occupation allemande. Il y a des généalogies comme ça qui sont déjà dans une forme d'esthétique ou de rapport culturel avec cette question du vide. Alors que c'est vrai que dans le contexte, par contre, du musée d'Abidjan et de ce qui s'y est passé, là, on est assez proche, c'est vrai quand même, de ce qui s'est passé aussi bien en Irak qu'en Syrie. Et ça pourrait être intéressant, là, de pousser sans doute ces histoires comparées, je pense, du côté africain et arabe. Certainement, là, ce serait intéressant de pousser ce comparatisme. Donc, est-ce qu'il y aurait non, pas de dernière question sur ce thème, auquel cas on peut peut-être doucement évoluer vers la conclusion de cette journée, mais qui consistait, comme on l'avait prévu, dans une brève présentation du livre. Donc après avoir encore une fois remercié Sébastien pour sa très intéressante contribution, le livre publié donc par notre maison d'édition et dirigé par Mathilde Ayoub
qui est aussi avec moi, donc co-organisatrice de cette journée. Mathilde, je ne sais pas si tu veux qu'on partage sur écran peut-être justement le support Oui, du je livre. cherche ça et je le partage pendant que tu commences à parler. Et donc, voilà, pour rappeler cet outil assez particulier, puisqu'on avait à la base l'intention de commencer par une journée d'études qui aurait ensuite été ponctuée par cet ouvrage. Les choses se sont déroulées un petit peu à l'envers, en quelque sorte, même si c'est vrai que ce livre qui s'intitule, je le rappelle encore une fois, Préface à un livre pour un musée syrien, a aussi de toute façon une vocation pédagogique, par certains aspects même interactif, presque ludique, qui présente en fait une tentative d'agencer les documents et l'histoire du musée de Damas autrement que par une chronologie nette et précise. Et j'ai envie de dire que la chronologie nette et précise n'existe pas. Je pense que s'il y a bien aussi une conclusion pour laquelle on peut arriver à l'issue de cette journée, c'est la multiplicité des points de vue et aussi des expériences et parfois même des histoires de marge, des histoires qui sont elles-mêmes recouvertes par d'autres récits qui ont pris plus de place ou qui ont été justement politiquement biaisés. On comprend très bien qu'une histoire linéaire et homogène ne fait pas sens. Et donc, il faut procéder avec des outils de la micro-histoire et aussi des outils qui consistent à produire un comparatisme des documents, des sources, traiter la chronologie d'une manière, en définitive, plus généalogique que d'une manière purement positiviste, disons. Ici, c'est la couverture du livre que vous voyez. C'est un livre qui est bilingue. En réalité, il est même trilingue parce que les quelques textes qui le composent, notamment les chroniques rédigées par Salam Kawakibi pour scander chaque année de réédition du catalogue du musée, sont aussi traduites en anglais. Mais c'est notamment le bilinguisme français-arabe, le livre se prenant dans un sens en français et dans l'autre sens en arabe, que se produit cette espèce d'aller-retour historique entre 1919 et nos jours. 1919 et 2019, en quelque sorte, pour parler du centenaire, puisqu'on peut effectivement prendre l'histoire de ce musée à travers les préfaces de son catalogue, aussi bien de 1919 à 2019 qu'à rebrousse-poil. Et en traversant les différentes préfaces, je ne sais pas si du coup on peut peut-être rentrer dans le livre carrément et de manière justement traversière, rentrer dans le livre. Mathilde, bien sûr, je te laisse aussi compléter ce propos pour présenter cet ouvrage qui se présente de manière un peu particulière, mais qui prend encore plus sens à l'issue de cette journée, encore une fois, notamment avec Michel Al-Makdissi, qui a lui-même rédigé la préface de ce livre. On retrouve même son dessin sur l'affaire du musée de Damas. En réalité, les documents aussi produisent leurs propres histoires, leurs propres généalogies, mais le fait de suivre de manière soi-disant chronologique les préfaces de tous les catalogues nous permet aussi de prendre de la distance avec la chronologie et de mettre en regard finalement la période où justement le protectorat français avait une certaine influence, mais très feutrée. Je rappellerai le rôle de Louis Massignon parmi les auteurs français orientalistes du 19e siècle, dont les écrits sont toujours publiés chez Albin Michel et qui racontent des histoires fascinantes sur le rôle aussi de la France dans l'organisation des arts traditionnels en Syrie. Et c'est aussi ces histoires de marge ou ces documents qui n'ont pas toujours été regardés à leur juste valeur, parfois même, pourquoi pas, une note de bas de page ou un index qui va nous en apprendre beaucoup plus que l'histoire officielle ou le récit mis en place à l'époque même de ces différentes préfaces. Si tu es d'accord, je vous propose peut-être de parcourir en effet un peu comme une conclusion assez rapidement cette chronologie dont tu parles. En effet, donc, le livre est composé donc, de 8 chapitres, 8 chapitres qui s'ouvrent tous, comme tu l'as dit, par un texte de Salam Kawakibi. Alors, voilà, un texte de Salam Kawakibi qui donne un aperçu de la Syrie à cette date-là. Il faut rappeler donc que les dates sont des dates de publication ou de réédition
de catalogue du musée et qui nous ont permis de structurer cette publication. On avait envie assez brièvement, en guise de conclusion et de fin de cette journée d'études, de reparcourir une dernière fois peut-être ce siècle et ce siècle de création du musée. Donc 1919, c'est la date de la création du musée par l'Académie arabe, un an à peine avant le début du mandat français. Cette date est très importante car elle montre l'antériorité de la création du musée par les Syriens et non par l'administration mandataire. Ici, vous voyez des images prises par l'archéologue et espion Max von Oppenheim lors de sa visite du musée dans les années 20. 1931, comme l'a dit Michel tout à l'heure, premier catalogue à proprement parler, édité à l'occasion de l'exposition coloniale de Paris. C'est un document qui précise les statuts du musée et qui brièvement décrit les objets qu'il compose. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la Syrie et le Liban avaient au départ refusé l'invitation à cette exposition coloniale, car ils n'étaient pas des colonies. On avait finalement changé le nom de l'événement en exposition coloniale et des pays d'outre-mer. Il y a dans ce livre des coupures de journaux qui témoignent de cette politique. On passe en 1951, petit saut dans l'histoire, puisque depuis 1946, la Syrie est indépendante. Un peu avant la guerre, le musée se dote d'un nouvel espace, construit, comme on l'a vu, par l'architecte Michel Ecochard. Le catalogue que vous voyez ici en 1951, on en a parlé aussi tout à l'heure, a une grande importance et tend à démontrer que la Syrie est un pays indépendant et que son musée l'est aussi. 1960, il y a une édition plus petite du musée qui reprend de très belles photographies en noir et blanc. La Syrie est sans cesse bouleversée par des coups d'État successifs. 1969, l'année du cinquantenaire, le musée à peine quelques mois. Le musée avait fermé ses portes quelques mois après la guerre de juin 67. Et 1969 est donc l'occasion de célébrer son cinquantenaire, mais aussi une première réouverture du musée. 1976, un catalogue, une édition en 3 catalogues, qui est publiée à l'occasion de l'inauguration des Antiquités de l'Euphrate. Cette époque témoigne des immenses chantiers de modernisation du pays. À cette époque, on crée un barrage, le barrage de l'Euphrate, qui permet d'irriguer une grande partie du territoire et de fournir l'électricité aux Syriens. Ce chantier se fait en dépit des sites archéologiques, pour la plupart enfouis à jamais, et dont les archéologues ont sauvé ce qu'ils ont pu, et qui est conservé aujourd'hui au musée de Damas. On passe ensuite en 1980, où il y a une édition anglaise, et on peut dire que les années 80 sont marquées en Syrie par le début d'une lutte entre le gouvernement et on peut parler aussi à cette époque-là du massacre de Hama et de l'emprisonnement de nombreux opposants au régime. Le catalogue clos sur 1999, tournant du siècle pour le musée, on l'a vu avec les débuts des projets de réhabilitation. Quelques mois plus tard, la mort d'Hafez al-Assad, qui amènera son fils Bachar au pouvoir. C'était vraiment en 5 minutes l'idée de faire un tout petit aperçu de ces différentes dates et de les croiser aussi. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'histoire du musée, mais de les croiser aussi avec des dates importantes de l'histoire de la Syrie. Je te laisse, Maura, de reprendre la main. Merci beaucoup, Mathilde. Non, peut-être pour parachever cette conclusion qui présente le point de départ de la recherche, mais aussi la manière dont la recherche peut se relancer. Vous signalez que tout ce travail et toute cette recherche espère pouvoir revendiquer une dimension collective à moyen terme, une vraie dimension collective, être capable de confronter le point de vue de l'historien aussi avec la multiplicité ou la polyphonie des récits et des expériences. Et pour ces besoins, donc, on a mis en place une plateforme assez basique que vous voyez ici, que Mathilde partage avec vous, qui est donc une plateforme à laquelle on accède pour la plupart des participants de ce noyau de recherche à travers un mot de passe, mais surtout au-delà de l'infrastructure en elle-même qui est assez basique, puisqu'en fait elle se présente comme des dossiers de recherche imbriqués les uns dans les autres, donc des dossiers a fortiori iconographiques. Il faut qu'elle nous invite en tout cas à des manières de l'affiner justement, et de mettre en place aussi les outils qui vont permettre de faire une recherche collective, pourquoi pas en open source,
Tout ça serait à définir, bien sûr, mais c'est tout l'enjeu aussi de concevoir ces histoires patrimoniales en péril à travers des moyens de valorisation directs, des moyens de valorisation peut-être encore même plus immédiats que le livre ou l'exposition, qui sont notamment avec, dans le cadre de nos activités avec Zaman Books and Curating, nos outils principaux de produire des livres et des expositions, mais aussi de produire des moyens de partage et de construction du savoir plus immédiat, tout simplement en maximisant les humanités numériques qui peuvent s'offrir à nous. Et d'ailleurs, Dieu sait qu'en organisant ce type de mise en commun de ressources, ne serait-ce qu'en mettant aussi en commun les protecteurs de ces ressources, les transmetteurs ou les passeurs, les archivistes en quelque sorte, qui sont derrière aussi ces corpus iconographiques et autres, il y a un mouvement qui s'enclenche. Il y a un mouvement intellectuel et transgénérationnel qui peut s'enclencher et qu'on espère avoir pu fédérer un minimum pour poser les bases de cette archéologie aussi post-catastrophe. On pourrait dire quasiment une archéologie post-humaniste, pourquoi pas, parce que c'est aussi un certain mythe ou rêve de l'universalisme ou de l'humanisme à l'occidental qui a bien vécu avec les musées au XXe siècle, mais qui connaît aussi forcément des heures plus sombres à notre époque. Donc, pourquoi pas parler d'une archéologie de résistance ou d'une archéologie post-humaniste dans le cadre de la préservation de ce qui peut être préservé et d'arriver à raconter ce qui peut être raconté. Et je dois dire que là aussi, nous avons un modèle un petit peu matriciel dans le cadre des activités de l'INHA, qui est l'énorme travail de recensement critique et dynamique réalisé par Zaya Rahmani et ses équipes à l'INHA, qui s'intitule Sismographie des luttes, et qui est un recensement critique et dynamique des revues anti-impérialistes ou anticoloniales ou des revues culturelles engagées depuis la fin du XVIIIe siècle, que vous pouvez aussi retrouver sur le portail donc Sismographie des luttes à l'INHA. La tentative ici, le petit noyau d'archives en database qu'on commence à organiser sur le musée de Damas est vraiment embryonnaire. Et je prends l'exemple de Sismographie des luttes à dessin, puisque c'est un processus extrêmement abouti. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous montrer aussi voilà, tous les outils avec lesquels on travaille déjà et avec lesquels on souhaite travailler de plus en plus en concertation avec des organismes comme l'INHA et on espère avec aussi des partenaires syriens, aussi bien sur place institutionnelle que en dehors du pays et dans la diaspora archéologique, on peut dire. On peut pas. Zaya, est-ce que tu serais parmi nous pour une... Mais tu veux dire conclure et remercier tout le monde pour cette journée? Je suis avec vous. Et aussi voilà. Nous donner ton sentiment, bien sûr, sur tout ce qui s'est dit. Et moi, en fait, comme j'avais, Edune était assez présente aussi au moment de la journée que tu avais consacrée à la destruction du patrimoine moderne et contemporain à Bagdad, je me suis là retrouvée dans une situation qui m'a profondément touchée en raison de la présence des acteurs et d'un historique très très bien documenté et des enjeux aussi critiques, politiques, esthétiques qui se sont joués autour de ces collections de ces vicissitudes. Sincèrement, je vous remercie infiniment. Je trouve remarquable la mémoire vive et l'engagement cette tentative de vouloir encore coopérer sur un possible devenir des collections de ce musée. Voilà, c'est ça qui m'a le plus touché, c'est le côté très vif et présent de ce musée aujourd'hui. Alors, peut-être ce qui est assez dur, c'est de se rendre compte que cette région qui a connu des conflits difficiles, et je pense aussi au cas de l'Algérie qui a vu carrément les collections de son musée d'archéologie disparaître quasiment, je me rends compte qu'il va falloir peut-être réunir encore nos forces une dernière fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans un certain effondrement de ces collections et la disparition de ceux qui en ont été les
on va dire, les instigateurs, quoi. Voilà, il y a comme un changement de paradigme sur lequel on doit quand même urgemment agir, parce que c'est pas normal qu'en fait tout cela est porté, je dirais, à la fois à la disparition de ces objets, puis en même temps à leur présence sur un marché parallèle. C'est ça qui est toujours très ambigu. Voilà. Je voulais aussi, en fait, je suis très émue par la présence de ceux qui ont été à l'initiative de cette aventure. Je voulais vous le dire. À la fois, j'ai été, bon, voilà, je ne connaissais pas Monsieur Al-Makdissi, je suis ravie de l'avoir entendu dès l'ouverture ce matin, ravie d'avoir entendu monsieur Abou, enfin voilà, je voulais tous vous remercier de votre présence, mais vous dire aussi qu'il me semble, Momorad et surtout Mathilde, tous les deux, quoi, vous pourriez aussi conclure sur ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste s'arrêter sur un état des lieux, il serait peut-être bon de regarder une généalogie un peu plus élargie au territoire syrien sur ce qui s'est joué, sur ces questions d'archéologie et de modernité, dans un même temps, sur 2 lieux parallèles que sont par exemple ceux de Bagdad, mais pareil, il me semble qu'il s'est joué un peu la même chose avec certaines collections en Algérie au moment des conflits, et essayer de comprendre pourquoi ce sont quand même ces endroits qui ont été le plus perturbés dans leur narration, en raison de ce que ces narrations portent comme arrière-plan de coexistence communautaire. Voilà ce que voilà. Mais je voulais vraiment vous remercier profondément des documents et la qualité des documents que vous nous avez montrés. Et Mathilde et Morad, vous dire aussi à quel point c'est bien de pouvoir, dans un cadre un peu informatique, complexe, nous avoir permis d'avoir ces entretiens, d'être plus près des documents par la méthode. Voilà. Je voulais aussi remercier Sébastien, que je vois encore parmi nous, dont j'ai découvert aussi le travail et la recherche. Voilà. J'espère que l'occasion nous sera permis de nous retrouver sur un autre plateau à un moment ou à un autre. Je compte sur Mathilde et Morad, peut-être au moment de la base de données, quand il sera voilà, je dirais, temps de mettre en commun un certain nombre de documents qui seront nécessaires à tous et qui, sincèrement, sauvent fondamentalement la possibilité de construire un récit. Voilà. Mais je voulais vraiment vous remercier infiniment, et j'ai l'impression qu'il y a vous êtes la mémoire aussi d'une modernité dont on ne peut pas faire l'impasse. Elle est importante et elle est essentielle dans son lien aussi à une histoire archéologique qui est fondamentale, qui est au-delà de ce qui serait une identité chrétienne, musulmane ou copte de ces régions, mais bien au-delà, et qui fait l'entité multiple de ce que ce pays, la Syrie. Voilà. Je voulais vous remercier tous. Et j'ai vu aussi qu'un certain nombre de participants nous ont suivis toute la journée, donc voilà. Je vous laisse un dernier mot, Morad et Mathilde, et vous tous, les participants. Non, merci infiniment pour tes mots, Zaya. Voilà, heureusement que… je n'oublie pas la personne qui est derrière tout ça, c'est Viviane, voilà. Toute l'équipe du service des manifestations, parce que derrière cela, des gens ont fait que les chats, les échanges, les informations ont circulé, et une personne qui semble invisible, c'est Viviane Braga de Santos, qui est pensionnaire au sein du programme de recherche art et mondialisation, et qui est à la manœuvre derrière nous pour que l'info circule. Absolument. Voilà. Donc on remercie Viviane, on remercie Elsa, Mathilde également dans l'équipe organisatrice de l'INHA, et voilà, c'est magnifique qu'une entité comme l'INHA puisse justement continuer ce type de projet, et nous on est ravis de pouvoir être de modestes passeurs dans la possibilité d'écrire ces récits, et on est d'autant plus touché que ce soit avec toi, Zaya, et on voudrait continuer sur le musée des Beaux-Arts d'Alger, bien sûr, à l'avenir. Je pense que ce sera c'est un peu le volet qu'on s'est proposé de faire, et on espère peut-être qu'un jour, sur ces questions de collection dans les pays arabes et modernité et antiquité, comme on dit, nous pourrons peut-être mener un grand colloque à l'Institut, et j'espère en votre présence. À vous tous. Merci beaucoup, Zaya. Merci pour cette belle manière de finir cette journée d'études, et merci à tous d'avoir été présents avec nous. Merci infiniment. Merci à tous. À très bientôt. Merci.